Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez un business en ligne et que vous voulez scaler avec la publicité. Vous faites peut-être déjà de la pub ou vous prévoyez d'en lancer. Et aujourd'hui, on va voir le playbook, les secrets des entrepreneurs qui font plus de 100K par mois avec la pub. Mais on va pas parler de marketing aujourd'hui, étonnamment. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations? Vous voulez lancer un funnel, mais vous avez l'impression que c'est pas encore parfait, donc vous attendez un peu avant de lancer vos ads. Vous voulez un témoignage de plus. Vous voulez refaire la landing page parce que c'est pas prêt. Ou alors, vous lancez vos pubs, mais vous n'êtes pas serein quand vous voyez des moins 500 € partir direction Google Ads ou direction Meta Ads. Résultat, vous dites peut-être que je vais couper mes ads ou en tout cas, j'ose pas les scaler. Ou pire, vos pubs tournent, mais vous dites comment mon marché va me regarder. Vous avez ce sentiment peut-être d'être jugé. Tout ça, c'est des croyances qui se jouent en vous et qui peuvent vous empêcher de scaler vos ads. Alors, qui je suis pour vous dire ça? Moi, je suis accompagné de Mehmet. On est sur ta chaîne, Mehmet. C'est ça. Mehmet. Bienvenue dans Croyance. Excellent. Mehmet. Donc, super intro. Merci, parce que ce qu'il faut qu'on précise ici, c'est que Mehmet, ça fait 10 ans que tu coaches des dirigeants du digital qui ont des boîtes qui font plus de 50K par mois, certains des centaines de milliers, voire des millions d'euros par mois de CA. Tous passent par ces questionnements dans la gestion de leur rapport à la publicité, leur rapport au manque, à l'argent, leur rapport à l'image. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on aille creuser toutes ces croyances, parce que vous en ayez conscience ou pas, il y en a probablement qui freinent votre croissance, sous forme d'auto-sabotage ou autre. On va creuser ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, dans tous ces points-là, peut-être, le premier qui arrive quand quelqu'un veut, dans un premier temps, lancer un funnel publicitaire? Déjà, on va prendre, comme tu l'as expliqué en fait dans l'ordre d'arrivée, tu sais, la publicité, puisque ce qui est fondamental dans un business digital, c'est de pouvoir créer de la croissance. Et l'un des premiers leviers, des plus gros, on va dire, c'est effectivement la publicité payante. Et l'idée, c'est que, effectivement, mes clients, ils ont souvent, tu sais, un tiers, pour la plupart, un tiers de publicité payante, un tiers en organique et un tiers sur le follow-up, la recommandation client, et cetera. Et c'est souvent sur le premier où les gens, en fait, qui investissent sur la publicité ont des appréhensions de: «Si, je dépense trop, je ne vais plus avoir de trésor et donc je risque, d'avoir des, complications de trésorerie à la fin du mois», et il y a une espèce de peur du manque qui s'installe. Et l'idée, c'est que, dans une phase de croissance, on ne peut pas obtenir en fait de croissance sans avoir un investissement. Et tant que l'entrepreneur voit ça comme une dépense, il va continuer en fait à nourrir l'anxiété de la trésorerie. L'anxiété de la trésorerie. Parce qu'en fait, si tu as 50 000 € sur ton compte, ou 100 000, c'est 100 000 € d'anxiété que tu as tous les jours à te dire: qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le dépense? Est-ce que je l'investis? Ou ah, je l'ai investi un peu, est-ce que ça me rapporte? Et on n'a pas vraiment conscience de ça au départ, mais ça crée une anxiété de trésorerie qui est là en filigrane passif-agressif, qui va sans cesse nourrir cette peur du manque. Pourquoi? Parce qu'on se dit: si tout se termine, qu'est-ce que je fais? Alors qu'en fait, le biais qui va en fait activer ça, c'est souvent aussi des histoires passées, des croyances qu'on se raconte. J'ai un de mes clients un jour qui m'a dit que en fait, les fins de mois étaient très difficiles à la maison et qu'à chaque fois que son père avait du mal à payer les factures, c'était la prise de tête avec sa mère et qu'un jour ils ont divorcé à cause de ça. Et en fait, on se rend compte que la croyance et le raccourci, parce que le cerveau adore les raccourcis, le raccourci, c'est pas d'argent égale souffrance, égale conflit, égale mes parents qui se séparent. Et donc, dans la tête de cet entrepreneur, l'idée, c'était: si je ne fais pas attention à cette trésor, si je la dilapide, derrière, en fait, je risque d'avoir les mêmes conflits à la maison et donc peut-être des conflits avec ma femme et peut-être justement une séparation. Et donc, la première étape, c'est toujours de comprendre l'émotion. Comprendre que c'est une émotion qui est vraiment réelle parce qu'elle est chez mon client, mais elle est réelle dans son ressenti, pas dans sa réalité puisque ça n'existe plus, c'est une histoire passée. Mais par contre, la narrative qui s'est créée, l'histoire qui s'est racontée derrière, a renforcé ça avec les années. Et donc, on a commencé d'abord à décortiquer ça pour se rendre compte que finalement, en fait, ce dont il avait le plus peur, c'était de perdre l'amour de ses parents. Et que finalement, lui, en tant qu'enfant, il n'était pas du tout impliqué et pas dans la responsabilité de ça, puisque c'était deux adultes qui, eux, faisaient ce qu'ils faisaient par rapport à l'argent. Et lui, il en a conclu que pas d'argent égale ça. Alors qu'en fait,
Quand on positionne la caméra différemment, on se rend compte que les adultes avaient peut-être des problèmes d'adultes entre eux et que lui ne voyait qu'une partie du problème et que la seule partie qu'il a gardée, c'est l'argent. Quand il y en a plus, il y a des problèmes. Et en fait, cette simple compréhension de changement de mouvement de caméra lui a permis simplement de ah oui, en fait, peut-être il y a des choses que j'avais pas comprises. Et en revenant à ici et maintenant, et c'est là où on a retravaillé sur les ressources qu'il va pouvoir utiliser pour mieux utiliser ça, c'est à partir de là qu'il s'est détaché émotionnellement et qu'il s'est dit OK, en fait, là, c'était leur histoire, j'étais pas impliqué dedans, j'avais pas cette responsabilité-là. Par contre, la responsabilité que j'ai là maintenant, c'est de pouvoir accélérer la croissance de mon entreprise. Et donc, à partir de là, de voir l'argent qui dormait à la banque pas comme de l'anxiété de la trésorerie, mais de voir ça plutôt comme un investissement futur pour accélérer la croissance. Et ce simple shift de croyance permet justement aux dirigeants de voir les choses vraiment sous un autre angle. Et tant que tu vois en fait l'investissement en publicité ou tout type d'investissement dans ta boîte comme une dépense, bah forcément tu nourris cette anxiété de Mmh. trésorerie et tu nourris également toutes les blessures que tu n'as pas encore refermées du passé. Qu'est-ce que ça lui avait permis de faire du coup dans la foulée d'un point de vue vraiment, pragmatique, enfin en gros, Alors, concret, terre à terre? tout de Qu'est-ce suite qu'il a fait après, après? de façon très concrète, tout de suite après, il avait un budget pub, j'ai pas les chiffres exacts, hein, et je préfère protéger la confidentialité de Ouais, mes bien sûr. clients, mais on va dire qu'il avait en moyenne 30-50 de pubs. Il a doublé le truc et derrière, il a dépassé les 200-300 000 €. Mais l'idée, si tu veux, c'est concrètement, qu'est-ce qu'il s'est autorisé à faire? Et Ouais. c'est vraiment ça qui compte en fait. C'est que on ne se donne pas l'autorisation tant que nos émotions ne sont pas comprises par notre cerveau. Et en fait, à partir du moment où il a eu la compréhension, il s'est donné lui-même l'autorisation. Et c'est souvent dans ces petites choses-là qu'on cache les autorisations qu'on ne se donne pas à soi-même. Et une fois qu'il a fait ça, il a démultiplié ses résultats derrière. Mais comme je dis souvent, un coach est tenu à la confidentialité. Et surtout moi, Ouais. au niveau où je suis avec les montants et tout ce qui se joue, je peux pas vraiment en parler, mais je te donne des fourchettes qui sont voilà, un peu... Qu'on se fasse une idée. voilà, c'est ça. Super. Donc là, ça, c'est là, on est sur la peur du manque. Ouais, c'est ça. C'est La peur du manque et de perdre sa trésorerie qui crée une anxiété de la trésorerie. peur du manque qui est connectée à une peur, là, en l'occurrence, de ne plus être aimé, par exemple. Exactement, parce qu'en fait, lui, il avait fait la connexion directe à ses parents où Ouais, ouais, dès ouais. qu'il y a plus d'argent, en fait, c'est le conflit et il y a un désamour de lui parce qu'ils sont en train de se bouffer entre Mmh. eux. Lui, il est Mmh. plus dans l'équation, tu vois? Donc ça, c'est une première peur qui peut arriver, qui peut freiner Ouais, le scaling, ouais. tout simplement. Bah, ouais, clairement, Enfin, parce que du coup, on va clairement. pas s'autoriser à dépenser Ouais, plus. c'est ça. Hem, Ensuite, OK, on dépense plus, on va être davantage vu par notre marché, on va peut-être être jugé aussi. Ouais. En quoi ça amène une nouvelle problématique? Alors, cette problématique, elle est vieille comme le monde. C'est un peu le rejet, donc la peur du rejet, d'être rejeté du clan. Et chaque fois que mes clients, en fait, commencent à scaler, il y a cette interrogation de: «Ouais, mais comment je vais être perçu sur mon marché, par mon entourage, par ma famille, par mes amis ou même par mes pairs?» c'est-à-dire, ceux qui font comme moi. Comment est-ce qu'ils vont me regarder quand je vais faire ça? Et souvent, cette boucle de feedback, elle est mal alimentée parce qu'en fait, elle est alimentée par de mauvaises croyances. Et lui, sa croyance, c'était que, bah, en fait, si je suis trop différent et si je change, bah, peut-être que ceux qui me connaissaient vont arrêter de m'aimer. Et là, il y a encore une histoire de je veux être aimé, mais surtout, je ne veux pas être rejeté. Parce que c'est trop douloureux, en fait, d'être rejeté par son clan, par ses amis, par sa famille, parce que derrière, en fait, ça crée un désalignement identitaire. Pour la simple et bonne raison qu'à l'intérieur, en fait, il y a une valeur qui est très haute, qui est la valeur de la famille ou de l'amitié, qui va venir en fait faire friction avec nos actions. Et pour lui, dans ce cas précis, il était vraiment dans cette dynamique de, en fait, si je change, bah, les gens que j'ai autour de moi, ma famille, mes amis, ils vont arrêter de m'aimer et donc la valeur famille ou amitié va être mise en branle. Et derrière, en fait, cette peur du rejet, elle va vraiment créer des systèmes d'autosabotage pour en faire moins ou, et ça c'est un truc qui arrive souvent, s'éparpiller.
C'est-à-dire faire tout un tas de trucs qui ne servent absolument pas l'objectif de Pour croissance fuir le danger. pour fuir le danger. Exactement. Et en fait, ce comportement d'éparpillement, c'est au lieu d'aller tourner une nouvelle créative pour Meta Ads, tu vas aller, je sais pas, taper dans ton journal ou écrire un post qui n'a rien à voir ou faire Mmh. des actions à très peu de valeur ajoutée. Et en fait, ce principe d'éparpillement, je l'ai vu tellement de fois, puisque c'est une stratégie d'échec, Ouais. que notre cerveau va nous servir parce qu'en fait, si le cerveau ne trouve pas quelque chose de positif à faire, il va le remplacer par quelque chose de négatif, mais tant qu'il a quelque chose à remplacer, il continue de le faire. On appelle ça le biais cognitif du statu quo parce qu'en fait, simplement, tant qu'il n'a pas quelque chose de nouveau à remplacer de ce qu'il avait avant positivement, même si c'est négatif, il préfère avoir quand même quelque chose, même si c'est négatif. Un exemple que tout le monde connaît, une personne qui fume, elle sait très bien que c'est mauvais pour sa santé, mais elle continue de fumer. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir quelque chose, une intention positive derrière de combler quelque chose, tu vois. Ouais, Et il y en a, ouais. ils vont dire, ouais, moi c'est pour le plaisir, moi c'est parce que j'ai fumé la première fois, j'ai vu mon père, moi c'était pour faire genre comme je fume comme avec mes potes. Et il y a tout un tas de raisons que Ouais. le cerveau, lui, en fait, va prendre comme vérité réelle pour pouvoir justement continuer à faire ce qu'il fait. Donc, l'idée, c'est comment en fait remplacer ça par les bonnes choses qui permettent de ramener en fait les bonnes actions, sortir de la dispersion et revenir dans des actions à plus forte valeur ajoutée qui vont dans la direction de la croissance et l'investissement. Donc ça peut être par exemple investir avec une personne comme toi pour Mmh. aller faire, tu vois, des tournages YouTube, Ouais. créer de la valeur qui permet le scaling derrière et d'amener de la croissance. Mais dans ces phases-là, souvent quand on a vraiment cette friction émotionnelle d'avoir cette peur du rejet, d'être jugé, etc., on va trouver tous les moyens pour ne pas faire face à cette peur et à ce rejet, en fait. Des fois, c'est inconscient. On a l'impression de se dire, oui, mais t'as vu, là, je travaille quand même. Là, je fais quand même des trucs, tu vois. Mais en fait, les Donc choses que tu fais, est-ce que ça sert bien les intérêts de ton entreprise? Tu sais, on en parlait ensemble à midi. Il y a vraiment cette notion de ça doit être la boussole de direction pour tous les entrepreneurs. Est-ce qu'à chaque instant, je défends bien et je nourris bien les intérêts de mon entreprise? Et en fait, chaque fois qu'on est dans cette peur du rejet et qu'on commence à mettre des stratégies des d'évitement. stratégies d'évitement comme celle-là, d'éparpillement, d'auto-sabotage, on n'est plus du tout dans l'intérêt de l'entreprise. OK. Donc on peut avoir cette peur consciente ou inconsciente qui Ouais, est de en fait, si je commence à faire plus d'ads, je vais être plus vu, ouais, je vais être vu par mes proches, je vais être vu c'est par ça. mon marché, on va me juger et donc j'ai pas envie et limite instinctivement, on va se rétracter, aller faire d'autres trucs, ou en tout cas ne pas faire, Ouais, la c'est tâche en ça. question. C'est Donc ça, ça. c'est pareil quelque chose qui peut se travailler Ouais, pour changer, non pas le exactement. regard des autres, mais notre perception du regard des autres. C'est ça. Ensuite, il y a un autre sujet aussi qui peut-être va s'appliquer dans le scaling via les ads, c'est que souvent, dans les business en ligne, c'est les fondateurs qui incarnent l'image de la boîte. Mmh. Donc c'est leur tête sur les ads Ouais. Ah bah oui. et Ouais. donc c'est un peu, la confusion peut se faire entre l'identité du fondateur Mmh. et l'identité de la boîte, quoi. Ouais, Je carrément, suis ma boîte. carrément. C'est En ça. quoi ça peut poser des vraies questions? En quoi ça peut être limitant? Quel est le shift qu'on peut avoir sur ce Alors, sujet pour je vais toi? donner un vrai exemple et là, pour le coup, c'est, un de mes plus gros clients, un business à plus d'1,5 million par mois, qui m'a dit un jour: «Je ne suis rien sans ma boîte». Et ça, c'est une question tellement forte, tellement puissante, tellement identitaire que tu te dis: «Mais en fait, si tu as plus ta boîte, qui tu es?» «Ah mais je suis plus rien sans ma boîte. Je sais pas quoi être si j'ai pas ma boîte». En fait, il a imprimé dans son système nerveux le fait que il existe si la boîte est là. Mais si elle n'est plus là, qui tu es en fait? Et c'était tellement imprégné en lui parce que il aime ce qu'il fait, il est à fond dans ce qu'il fait, il adore en fait, son métier et il pourrait pas supporter un instant de ne pas travailler ou de ne pas penser à sa boîte. À tel point qu'il arrêtait de prendre des week-ends, il arrêtait de prendre du temps pour lui, il négligeait sa santé et cetera. Et là, ici, ce qui est important, c'est, ce qu'on fait souvent en PNL, tu sais, on fait ce qu'on appelle une dissociation. On va dissocier, en fait, ton identité, d'accord? Toi, en tant qu'humain, qui tu es et cetera et l'identité de la boîte. Moi, j'aime bien donner cet exemple de la boîte, c'est un véhicule et toi, tu en es le pilote. L'idée, c'est que
le véhicule ne peut avancer qu'avec le carburant de l'énergie que tu lui donnes. Ça, c'est vrai par contre. C'est-à-dire que si le fondateur ne met pas toute son C'est énergie, pas le plein. voilà, il met pas le plein, il met pas toute son énergie, ses connaissances, sa façon de voir le monde, sa vision, toute son énergie managériale, etc. S'il met pas tout ça à l'intérieur du véhicule, le véhicule n'avance pas. Ça, oui. Mais c'est pas parce qu'il est à l'intérieur du véhicule qu'il est le véhicule. C'est pas parce qu'il pilote au premier plan avec le volant entre les mains que c'est lui qu'on voit, que lui représente et qu'il est son entreprise. Et donc, la première dissociation à faire, c'est je ne suis pas mon entreprise et je ne suis pas non plus en fait comment dire, le présupposé de représenter en fait d'être l'identité, l'ADN de ma boîte. En fait, ce que je vais donner, c'est l'ADN de mes valeurs, de qui je suis, et ça, c'est toute ta part humaine et identitaire qui va compter là-dedans. Et le véhicule, lui, va être le réceptacle qui va accueillir ça. Et c'est souvent ça qu'on confond. C'est qu'on confond les deux, on les fusionne. On dit non, mais moi, c'est ma boîte, c'est moi, c'est ma personal brand. Et oui, et en ce moment, en plus, il y a un gros truc sur la personal brand. Tout le monde fait de la personal brand. Oui, mais tu comprends, ta personal brand, c'est ce qui va être le plus fort. Oui, ton entreprise en a besoin. Mais tu n'es pas cette personal brand, tu es la personne qui le représente et qui va amener ça. Ouais. Et donc, faire cette dissociation, elle est hyper importante parce que ce client, même s'il fait 1,5 million par mois, il a en fait cette friction à l'intérieur de lui de se dire si je fais quelque chose de mal, mon entreprise va en souffrir. Combien de dirigeants on connaît aujourd'hui, et je vais t'en citer qui sont évidents que tout le monde connaît, Donald Trump, Elon Musk, regarde ces milliardaires et les frasques qu'ils ont eues tu vois, dans les journaux, que ce soit Elon Musk ou Donald Trump, ils ont vraiment en fait dérapé à plusieurs reprises, tu vois. Mais à quel moment en fait leurs entreprises ont coulé? En fait, même si elles ont coulé, de par qui ils étaient et ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils savaient faire que les entreprises ont redémarré ou elles ont continué. L'idée, en fait, c'est comment tu te divises et tu te sépares de ça, justement en gardant toi ton identité et en ne remettant pas tout ça attaché en fait à l'entreprise. Et toi, simplement, bah oui, tu es un humain, tu peux faire des erreurs comme Elon Musk, comme Donald Trump ou comme d'autres, et c'est OK en fait sans mettre à mal ni ton entreprise, ni toi te dire ah oui, mais moi je suis comme eux, Mmh. machin, un truc. Non. Comment Non. ça pourrait se transposer là, par exemple, à un fondateur de boîte en ligne qui fait, 50K par mois, 100K par mois, peu importe, qui a un sujet de lancer ses publicités, Mm, qui incarne ses pubs mm, et voilà, qui se sent peut-être attaqué personnellement quand on attaque ses pubs, ouais. ou qui a, tous les sujets que tu as décrits là? Bah, là, la première chose à faire, c'est regarder ce que ça touche. Tu sais, toujours partir en fait de l'émotionnel parce qu'il y a quelque chose en lien avec une émotion cachée derrière. Et moi, j'aime bien aller d'abord sur ce terrain-là pour voir en fait où est la source. Et souvent, en fait, quand on est par exemple dans la honte, c'est que souvent il y a une blessure d'humiliation. D'accord. Je fais pas de généralisation, mais c'est souvent ce que je constate moi de mon retour d'expérience. Mais quand une personne, par exemple, ne supporte pas la critique, j'ai un de mes clients, par exemple, il s'est fait copier un concept sur LinkedIn par quelqu'un d'autre et il était en rage. Et il était vraiment dans une colère monstrueuse. Et la colère, bah, c'est souvent aussi derrière un problème sur la trahison. Et donc, sur quoi on t'a trahi? Qu'est-ce qui t'a mis en colère à ce point-là pour que tu te dises ah ouais, truc, machin. Et en fait, souvent, les prémices, c'est ça se cache dans l'émotion, ça te montre aussi le chemin à emprunter sur, le genre de blessure d'âme que tu peux avoir, mais à partir de là, bah, de replacer les choses dans le contexte et de dire: «OK, en fait, ça, c'est pas quelque chose qui t'appartient» et à ce moment-là, revenir en fait à ici et maintenant. OK, ici et maintenant, de quoi j'ai besoin pour mon entreprise pour que cette phase de croissance s'accélère et que je puisse investir correctement? Et souvent, le simple fait de clarifier cette émotion et d'aller à l'origine de ça et simplement de revenir là, en se disant, bah, ici et Mmh. maintenant, qu'est-ce qui dépend réellement de moi? Ce qui dépend de moi, c'est justement la trésorerie que j'ai, l'objectif, parce que ça c'est important aussi, de bien mettre en perspective l'objectif qu'on veut atteindre. Si tu étais à 50, tu veux passer à 100, bah, combien de pubs faut que tu investisses Ouais. pour aller à la suite en fait. Donc, toujours revenir en fait à ici et maintenant, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, et à partir de là, appuyer sur le champignon pour aller chercher l'objectif. Et surtout, il y a une chose importante, c'est que oui, le passé est important, c'est-à-dire oui, as sûrement eu quelque chose dans le passé qui fait que c'est douloureux pour toi, mais si on allait plus loin,
si, par exemple, au lieu de créer des to-do list, on créait des to-be list? Comment je vais me sentir? Comment je vais être? Ou qu'est-ce que je dois être et devenir et ressentir pour atteindre ce palier-là? En fait, on pense toute la journée à nos to-do list, mais on se dit jamais, si j'atteins cet objectif, qu'est-ce que ça va venir satisfaire en moi? Qu'est-ce que ça va remplir? Qu'est-ce que ça va m'apporter intérieurement? Sans avoir besoin de penser d'abord, tu sais, au matériel, au confort Mmh. matériel, ma Ouais. famille, machin, truc. Simplement, OK, imagine si j'ai 100 000 de plus, qui je deviens et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand j'y serai? C'est souvent le genre de questions qu'on se pose pas et c'est pour ça aussi qu'on vient me solliciter pour voir justement, mais OK, Ouais. en fait, si tu vas là-bas, qu'est-ce qui se passe pour toi là-bas en fait? Pourquoi t'en fais un si grand fantasme de dire: «Ah oui, je vais faire, 100 000 ou 1 million par mois». OK, en fait, à 1 million, qu'est-ce que ça te fait devenir? Qui tu deviens en faisant ça en fait? Et plus ces questions tu les travailles, plus le réalignement devient puissant parce qu'en fait, tu sais très bien que, en tant qu'entrepreneur, quand tu as dépassé les 30-50 K par mois en France, tu vis quand même relativement bien. Mmh. C'est-à-dire que Ouais. même si on paye beaucoup de taxes, il t'en reste quand même beaucoup dans la poche. Et j'avais lu une étude là-dessus qui disait que à partir de 10 K, c'est-à-dire tu as 10 K net dans ta poche tous les mois, bah franchement, tu peux satisfaire quasiment tous tes désirs. Donc, imagine, tu fais 100 K par mois ou même 1 million qui te reste dans la poche. Ok, qu'est-ce qui fait que tu as encore envie d'y aller, quoi? Et c'est là où justement ce travail identitaire va compter, puisqu'il va mettre en perspective ton identité, c'est-à-dire le rôle que tu veux Mmh. jouer. Il va remettre aussi en perspective toutes tes ambitions et surtout, en fait, au niveau de tes valeurs et tes croyances, quel genre de valeurs tu nourris et quel genre de croyances tu dois avoir pour y aller. Et là, il y a tout un travail identitaire à faire là-dessus pour justement te connecter à cette nouvelle version de toi. Ça fait un peu dev perso comme ça, mais en fait, tu ne Ouais. sais pas ce que tu ne sais pas. Tu sais pas, en fait, beaucoup de gens se disent, ouais, quand je serai là, j'aurai ça, je serai comme ça. Pas du tout, en fait. Moi, je connais des multimillionnaires qui sont arrivés, en fait, à faire 1 million et ils se sont levés le matin. Ouais, moi, j'ai fait 1 million, ouais, ouais, Ça me nourrit pas. ouais. Et en fait, ils se rendent compte que, c'était pas forcément, d'atteindre le million qui comptait, mais c'était, en fait, tous les efforts, les apprentissages et cetera, c'était sûrement le chemin. Et il y en a d'autres, par contre, ils ont fait 1 million. Putain, c'est pas suffisant, merde, il faut faire plus, quoi. Bah ouais, c'est OK, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de revenir, en fait, à ce qui nourrit, ce qui Mmh. remplit. Et moi, j'aime bien la parole de Tony Robbins là-dessus, parce que je trouve qu'il est quand même, il a fait ce chemin et aujourd'hui, il coach que des milliardaires. Il y a vraiment cette notion de progrès pour moi qui est importante. C'est-à-dire que tant que l'humain continue sa progression, il continue, en fait, d'avoir l'envie. Et le mot en anglais, ce qui dit souvent, c'est hunger. Hunger, en fait, moi, je le traduis par: est-ce que tu as la dalle? Mmh. En fait, les gens qui progressent, ils sont dans cet appétit, tu vois, dans cette dalle de vouloir toujours en faire plus. Le jour où tu perds ça, tu peux faire ce que tu veux, avoir Tony Robbins en face de toi, il y a plus rien qui avance. Et je pense que l'un des trucs les plus importants, surtout pour nous en tant qu'entrepreneurs, tu sais, en tant que patron, c'est de nourrir, en fait, le être insatiable. Mmh. J'avais beaucoup aimé le discours de Steve Jobs là-dessus, parce qu'il terminait, tu sais, son discours, le fameux discours qu'il avait fait, je crois, à Stanford, où il finissait en disant «Stay foolish et stay hungry». En fait, il disait simplement: «Restez, des fous créatifs, mais surtout restez avec une dalle énorme pour continuer d'avancer». Et en fait, ça rejoint ça, parce que tant que tu as cette dalle et que tu as envie d'avancer, ben, ton entreprise, elle continue de progresser et de prospérer. Mais le jour où ça s'arrête, là, tu as plus besoin, tu vois, Ouais. de te prendre la tête, quoi. Donc C'est comme si tu veux, en fait, c'est l'image d'une pomme sur la branche. En fait, une pomme, si tu l'accueilles trop tôt, elle est trop verte, elle est immangeable. Et si tu l'accueilles trop tard, elle est tombée par terre, le fruit est pourri. Et en fait, c'est comment maintenir ce fruit toujours vivant, toujours bon, appétissant, pour que ça te donne la dalle d'avancer, en fait. donc finalement, tu as beau aller, regarder du côté du funnel, des réglages marketing, Ouais, si le fuel, l'appétit, il est plus là, ouais, ouais, tu peut-être pas sur le bon sujet. clairement, Et donc toi, clairement. c'est notamment ça que tu aides tes clients à identifier. Ouais.
Pour ceux chez qui ça résonne, si vous voulez aller plus loin avec mes maîtres, il y aura le lien en dessous pour avoir les infos. Ouais. C'est pour les dirigeants du digital qui font déjà 30, 40, 50 Ouais, K c'est par mois ça. et qui, En dessous, ouais, ouais, c'est qui ça. veulent aller plus loin. Mmh. Voilà, on vous laissera regarder. Et du coup, ce sujet de l'identité, il amène aussi d'autres problématiques. Mmh. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des business en ligne qui, de base, ne sont pas des marketeurs, qui sont plutôt des passionnés de leur expertise métier, tu vois, Mmh. et qui veulent diffuser leur message. Et donc, le marketing est un moyen pour le faire, mais eux, identitairement, ils se définissent pas comme moi, je suis excellent en pub, en marketing, etc. Mmh. Et donc, il peut y avoir un petit peu aussi un côté, j'ai envie de le déléguer, mais de pas regarder, qu'on le fasse, que ça Mmh. se fasse un peu tout seul. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'observes sur est-ce que c'est une problématique déjà que tu observes? Là, c'est moi, Ouais. je te partage mon intuition, Ouais, mais ouais. et si oui, comment tu bosses justement sur ces problématiques-là quand elles se présentent? Alors, l'idée, c'est que, les personnes dont tu parles sont souvent des génies. Moi, je les appelle des génies, d'accord? J'avais utilisé ce terme avec un de mes clients, il m'a dit: «Ouais, génie, ça veut dire quoi?» Ça veut simplement dire quelqu'un, en fait, qui est tellement bon dans ce qu'il fait, qu'il pourrait le faire toute la journée, il se rendrait pas compte qu'il a fait 12 heures dessus, d'accord? La zone de génie, tu sais, c'est ce que toi, tu fais facilement, mais vu de l'extérieur, on se dit: «Mais comment il fait? Mmh. Comment ça se fait que ça marche ce truc?» Alors que lui, il est dans sa bulle, il fait son truc, il est content. Le problème avec ça, c'est que quand ce génie, il a réussi à développer un truc qui commence à marcher fort, bah, derrière, en fait, la problématique, c'est de savoir déléguer correctement. Et le problème là-dedans, c'est qu'ils savent pas le déléguer parce qu'ils ont pas la manière de communiquer dessus. En fait, comme ils comprennent tout très vite eux-mêmes intérieurement, ils font une projection sur les autres en disant: «Bah, ils devraient comprendre et ça devrait aller très vite, donc je leur délègue et ils se démerdent». Heu, il y avait eu, j'avais vu une interview de Oussama Hamar là-dessus, parce que Oussama Hamar, en fait, il avait eu, plusieurs boîtes comme ça. Il expliquait qu'il était un très mauvais manager, tu vois? Parce que justement, il a pas ce côté, communiquer, leur dire, tu sais, donner des ordres, machin et tout, parce que ça le saoule, en fait, parce qu'il est pas fait pour ça. Et lui, pour moi, c'est un des génies modernes, ce mec-là, parce que il a, en fait, vraiment, de supers idées. C'est un super storyteller. Il sait raconter des histoires. Il a vraiment une zone de génie très forte. Par contre, gérer de l'humain, déléguer, tout c'est pas son truc, en fait. Et chaque fois que tu es là-dedans, ben, le shift identitaire qui doit se faire, il doit se faire, en fait, au niveau de la communication. C'est-à-dire, comment je communique. Mmh. Et tu peux être un excellent storyteller comme, Oussama Hamar, mais pas savoir communiquer de la bonne manière avec la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire pour que la personne comprenne l'objectif que tu veux qu'elle atteigne. Et c'est là où justement les neurosciences, une fois de plus, vont venir, tu vois, renforcer ça. L'idée, c'est d'utiliser un outil qui va te permettre de comprendre en fait qui tu es en termes de personnalité pour pouvoir utiliser le bon canal de communication avec la personne en face. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends aussi que, bah, à partir du moment où tu as appris la bonne manière de communiquer, ça s'arrête pas là. La deuxième étape, c'est de savoir manager et bien déléguer. Parce que, on le répétera jamais assez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu peux bosser avec ton meilleur pote ou avec quelqu'un ici. euh, le plus important, c'est il y a une tâche à faire dans l'intérêt de l'entreprise et est-ce que les étapes et le résultat est atteint. Et en fait, ici, ce qui est important, c'est que oui, on travaille entre humains, mais on travaille à l'intérieur de la boîte pour un process. Et c'est ce process qui doit être respecté. Et l'idée, c'est comment je m'assure que le process soit respecté et qu'on soit dans une bonne ambiance productive et que ça continue d'aller vite. Donc souvent, ce que j'utilise là-dessus, c'est le cadre et la posture. Souvent, quand les objectifs ne sont pas atteints, c'est que le cadre n'a pas été bien posé et que la posture du dirigeant a été trop laxiste sur la communication. C'est-à-dire que tu n'as pas su mettre de l'importance sur les points essentiels du process et que la personne en face ne l'a pas compris en fait. Donc tant que tu n'expliques pas ça correctement, avec les bons outils évidemment, bah derrière en fait tu laisses le champ ouvert à l'interprétation chez l'autre. Puisque si toi, tu penses que ça coule de source, derrière, la personne, elle se dit, «Ouais, elle a compris que partiellement ce que tu as voulu lui envoyer». Mmh. Il y avait, un de mes clients, il y a pas très longtemps de ça, il me dit alors lui, en plus,
Il a créé une boîte qui est vraiment, tu vois, au niveau technique, et cetera. C'est un dev en plus, il a construit un truc très technique, tu vois? Et quand il envoie un message à ses équipes, il envoie en fait une feuille de route, une feuille de mission. Et en fait, dès qu'il a donné la feuille, il dit: «Non, bah, c'est bon, maintenant il se démerde». Je lui dis: «Mais à quel moment tu fais un suivi? À quel moment tu contrôles?» Tu dis: «Non, mais ça coule de source quand même là, tu vois, feuille de mission, boum». Et lui, dans sa tête, comme c'est le fondateur, lui, il voit déjà le résultat. Alors que les équipes, elles ont pas du tout la même perception. Elles voient les difficultés, elles voient les obstacles. Et l'équipe, en fait, elle fait: «Ah oui, mais ça, est-ce qu'on doit le faire comme ça, machin, truc?» Et lui, il comprend pas qu'ils comprennent pas. Donc il s'agace, ça le met en colère et il dit: «Putain, mais ils comprennent rien». Et c'est pas qu'ils comprennent rien, c'est que tu as pas trouvé la bonne méthode et le bon canal de communication pour qu'ils le comprennent. Et c'est là où justement la différence, elle se fait, c'est qu'un fondateur en fait qui sait expliquer correctement à ses équipes et qui trouve le bon canal de compréhension de l'autre, c'est, une équipe en fait qui shift et qui amène plus de résultats. Mais si tu pars du principe que: «Moi j'ai compris, ils devraient comprendre», mais non, mais non. Sinon ils seraient tous fondateurs, ils seraient tous, Ouais, entrepreneurs, tu vois? il serait toi. Ils seraient toi. C'est ça. Là, on a fait un bon tour d'horizon, je pense, des croyances qui Ouais, peuvent arriver dans le scaling des pubs. ouais, Évidemment, il y en a plein d'autres. On ne peut pas tout traiter de manière exhaustive dans une vidéo. Et de toutes les manières, tous ces sujets-là, après, ils vont être différents chez chaque personne. mmh, C'est là qu'est tout l'intérêt du coaching, de c'est pouvoir ça, aller venir en mode laser, c'est ça. pointer les sujets. Donc, encore une fois, il y aura un lien avec, avec tes coordonnées Mmh, pour booker un call pour ceux que ça intéresse. Et puis, voilà, sur tous ces sujets de management, c'est des sujets qu'on traitera aussi dans d'autres vidéos. ouais, Donc, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouvera dans des prochaines vidéos. exactement. Merci Baptiste. Merci à toi. Merci.